Bienvenue dans la What the Fake Academy, un exercice de journalisme voilà, populaire, bonne ambiance, tous ensemble, dans lequel nous fact-checkons en fait des articles, des vidéos que vous me soumettez et on bosse tous ensemble. On bosse là-dessus sur le Discord. On a un lien Discord. C'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on est, je crois, plus de 550, il me semble bientôt 600 à se retrouver en fait pour continuer les enquêtes. On a fait déjà masse de boulot depuis genre 3 mois, c'est un truc de dingue. Vous voyez que j'ai mis mon oreillette parce qu'il paraît qu'avec l'oreillette, je vais me rendre compte des problèmes de son, des problèmes de micro. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien assis parce que on va découvrir en fait des trucs assez hallucinants par rapport à la personne sur laquelle vous avez voulu enquêter. Jean-Jacques Crèvecoeur, donc on aura aussi au téléphone un témoignage absolument crucial, franchement, qui va nous éclairer sur le genre de médecine que prône Jean-Jacques Crèvecoeur et une invitée que je salue si elle m'écoute déjà et qui va nous éclairer sur un aspect pas hyper reluisant du personnage, on va dire, de Jean-Jacques Crèvecoeur. Pour rappel, j'ai pas de problème personnel avec Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est même pas moi qui ai décidé d'enquêter sur lui. J'ai un problème avec, on va dire, le fait de désinformer massivement les gens, le fait de manipuler les gens avec des techniques dignes franchement des plus grandes sectes, avec le fait de leur faire peur, en fait, hyper peur, pour mieux vendre des formations bien-être, etc. Derrière. Et surtout, j'ai un problème avec le fait de mettre les gens en danger. Et c'est franchement ce qu'on va voir voilà, aujourd'hui. Petite précision, alors pour les questions, essayez d'écrire questions en grand, en majuscule, on dit. Voilà, pour que j'essaye de les ramener. Voilà, salut à tous, Raphaël au taquet, merci beaucoup. Et on va sortir des vidéos donc de ce travail collaboratif, des What the Fake collaboratifs, des beaux produits finis qu'on va faire tous ensemble. Et je vais peut-être pas pouvoir citer à chaque fois les personnes qui ont fait telle ou telle trouvaille, etc. Parce que ce que je présente là, c'est vraiment le fruit d'une enquête collaborative. C'est pas que moi derrière. Je me retrouve un peu rédactrice en chef quelque part de 550 personnes, quoi. Je trouve ça absolument énorme. Mais je vais remercier quand même, je vais prendre le temps de remercier dès le début ceux qui ont bossé comme des oufs, et peut-être que j'en oublie encore une fois, je vais leur demander de me pardonner. On a Harry Potter, Sébastien Chrysalide, El Rigolo, Idée Absurde, Mathéo Parker, Max, Nico, Talg, Hydro, QZ, je sais plus, il y en a un, il s'est fait un pseudo, laisse tomber, Razorback, Tonton des Bois, Iwa, Cosmos, JJC, mais je ne crois pas que ce soit Jean-Jacques Crèvecoeur au vu de des informations qu'il ou elle apporte. Grenouille Maritime, Loris qui gère le wiki. Nous avons un wiki, nous avons des gens qui se sont motivés en fait pour faire un wiki, donc je trouve ça absolument énorme. Et il est à retrouver sur le Discord. Voilà, j'ai de plus en plus de gens, rapidement je dis, qui me demandent comment aider. Alors comment aider? Déjà, vous pouvez aider sur l'enquête. Voilà, je pense notamment à Amélie qui est hyper volontaire, qui me demande, bref. Alors, je vais faire bientôt, je pense, une petite vidéo pour expliquer ce dont on a besoin. Comment vous pouvez, par exemple, proposer certaines compétences ou ceux qui ont du temps pour ci, pour ça. Si vous cadrez, si vous montez, si vous êtes, je sais pas, community manager ou d'autres. Enfin, voilà, on va avoir des besoins. Et puis, il est très bien mon pseudo, second degré, il est magnifique, ton pseudo. Et puis, on peut aider aussi avec, en faisant des dons, tout simplement parce que je rappelle que ce boulot-là, il est 100% indépendant et voilà, une seule journée de tournage, par exemple en France, il faut payer le cadreur, la location du matos, le déplacement, les frais, les ceci, les cela. C'est du au moins 500-600 euros facile et c'est ce que j'ai jusqu'ici sur mon Tipeee. Donc on peut peut-être faire plus qu'une journée de tournage. Enfin voilà, ce sera énorme. De toute façon, sentez-vous libre. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression et tout, mais comme ça, je réponds à cette question que beaucoup de gens me posent. Comment est-ce que je peux aider? Voilà. Et si vous ne pouvez pas aider, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce boulot, il est fait quelque part avec amour, gratuitement. Et j'espère pour longtemps, voilà, c'est aussi le nerf de la guerre, on verra en fonction des moyens justement qu'on a. Je voulais commencer. Comment faire? On va récapituler peut-être un petit peu ce sur quoi on était jusqu'ici. Alors, petit récap. Il y a 4 semaines, j'ai eu plein de gens qui ont voulu fact-checker des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur. Personne que je ne connaissais absolument pas, mais je sais pas, il y a eu comme ça
un espèce d'élan collectif, c'était magnifique. Donc on y allait et on s'est aperçu que Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est vraiment un complotiste dans toute sa splendeur, pour qui le virus n'existe pas, il appelle voilà, les gens à ne pas se protéger, donc contre la Covid qui n'existe pas. Selon lui, les hôpitaux tueraient littéralement en fait, les gens atteints du Covid. Globalement, hein, je schématise, mais vous irez voir les What the Fake Academy précédentes pour ça. Et donc, toutes ces... Ah oui, Bill Gates aussi contre l'OMS, enfin voilà, toutes ces enquêtes entre guillemets sont réalisées performantes sans passer aucun coup de fil, sans jamais confronter cette espèce de vision complètement paranoïaque à la réalité des choses. Donc c'est un petit problème à mon sens. On a vu donc plusieurs choses sur Jean-Jacques Crèvecoeur, ses techniques notamment de manipulation ah tiens, ça a merdé. Ces techniques de manipulation qu'on a vues dernièrement. J'ai interviewé Olivier Klein, un chercheur sur le sujet. On va mettre la fiche là, je la mettrai après. Et puis, écoutez, tout ce qu'on a vu globalement, voilà, c'est son pédigré, ses techniques de manipulation, sa folie anti-vax. Il était question quand même de guillotine prévue pour assassiner les gens qui refuseraient de se faire vacciner. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu aussi son business, parce que c'est quelqu'un qui a des choses à vendre par derrière. Et un projet un peu fou qu'il a en ce moment, qui est de faire des cercles de réenchantement. Voilà, vers un âge cosmique réminiscent, comme dirait l'autre. Je ne sais pas si vous avez la ref. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a proposé d'interviewer Skippy, le grand gourou, qui m'a dit qu'il avait des entrées avec lui. C'est Alex, je crois, donc ça peut être éventuellement une belle interview exclusive à faire, mais voilà, plus sérieusement, juste, c'est un peu tendu en fait ce qui se passe sur YouTube par rapport à Jean-Jacques Crèvecoeur, et je remercie tous ceux qui ont vraiment voulu avancer un peu plus sur le personnage. Jean-Jacques Crèvecoeur, tout le monde l'a vu, il est surveillé depuis un bout de temps en fait par la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires depuis donc un bout de temps, il le surveille. On va voir dans cet épisode pourquoi, je pense que vous allez comprendre un tout petit peu pourquoi. Jean-Jacques Crèvecoeur est un Belge vivant au Québec depuis 2004 et on s'est aperçu, alors attention, j'ai eu des problèmes acoustiques, on va dire, la semaine dernière. Normalement, ça devrait aller. On s'est aperçu, notamment dans un reportage qui s'appelle Le virus de la peur de Radio-Canada, qui a été fait en novembre 2009, qu'il s'était fait connaître du grand public, on va dire, hein, en surfant sur la crise, on va dire, du H1N1, la grippe H1N1, avec des propos un petit peu particuliers. Je crois que Pétrole, peut-être, et Razak, les modos que je remercie, peuvent mettre le lien ici, c'est le lien de vraiment un sujet que je vous conseille de regarder. Il y a plusieurs reportages en fait qu'on a réussi à déterrer toutes les équipes dans lesquelles s'illustre notamment en partie Jean-Jacques Crèvecoeur. Et celui-là est quand même assez intéressant et on voit donc, on va le revoir rapidement et on va voir aussi comment dire, un peu l'idéologie qu'il avait à proposer derrière cette conférence qui s'est tenue à Montréal et donc Radio-Canada a filmé et c'est parti. La théorie conspirationniste veut que des sociétés secrètes ou des banquiers préparent l'avènement d'un gouvernement mondial. Leur plan passe par une campagne de vaccination obligatoire qui vise à exterminer la majorité des humains, égard à ceux qui tenteraient d'échapper au vaccin. Un certain nombre de guillotines ont été fabriquées pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui refuseront la vaccination. Alors, vous voyez ça, vous, les camps de concentration, les guillotines? J'ai vu des images. J'ai vu des cercueils préparés dans chaque État américain. L'armée américaine est déployée sur tout le territoire. Nous avons pu constater que le discours sur la vaccination servait d'appât pour un autre type d'activité. Si vous voulez, également, vous pourriez remplir le petit coupon et vous seriez averti par des conférences et des nouvelles écritures de M. Crèvecoeur. Et sur son site, sûrement qu'il va y avoir un lien pour vous renseigner davantage sur la vie ou entre la médecine du docteur Hammer. Voilà, et je remets le son. Vous voyez, je me plante pas comme la semaine dernière. J'espère que ça va le faire
que je vais y penser tout le temps. Oui, il y a même des rires en fond, je suis d'accord. Il y en a plusieurs qui ont remarqué ça. Quand ils parlent de guillotine pour les antivax, il y a des rires en fond. Je ne me l'explique pas, il faudrait demander. Je suis en contact pour info avec tous les journalistes qui ont réalisé tous les différents sujets et je n'ai pas posé la question des rires en fond. En même temps, c'était il y a déjà un bout de temps. Mais donc, vous voyez qu'il est question de la médecine du docteur Hammer. Donc, au-delà des propos délirants, guillotine, etc., qui ne reposent évidemment sur aucun fait matériel, on a en fait cette médecine Hammer. Et donc, c'est ce sur quoi on va aller aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette médecine Hammer? Alors, cette médecine Hammer, c'est une médecine dont il parle sur son site. Vous voyez là, alors c'est peut-être mal cadré, voilà. Il a un DVD notamment qu'il a fait sur le docteur Hammer, la vie et l'œuvre du docteur Reich Gerd Hammer, on verra qui c'est. Sur son site, voilà, Corps et Esprit, ma première vérification des travaux de Hammer. Donc il fait la promotion de cette médecine. Et donc pour lui, en fait, tac, hop, pourquoi ça ne bouge pas, je ne sais pas. Pour lui, la méthode Hammer, en fait, que l'on va voir, est une découverte scientifique majeure, aussi importante que celle de Galilée, s'il te plaît. Le gars qui a trouvé, je crois, que la Terre tourne autour du Soleil. Donc voilà. Et il y a donc plusieurs personnes, Amélie, Amandine, Seb, etc., qui ont déterré donc cette vidéo promotion de la médecine Hammer. Et vous allez voir, en gros, ce qui s'y dit, c'est vraiment un DVD à la gloire de ce docteur Hammer qui a l'air décidément génial. Il y a des cantiques religieux en fond sonore, etc. Bon, bref, c'est un DVD vraiment à la gloire de Hammer. Pareil, il n'y a pas une interview qui viendrait contredire un petit peu. Enfin, c'est pas du tout une enquête. Voilà, c'est simplement Hammer, le martyr. Il y a un vrai culte, en fait, du martyr chez Jean-Jacques Crèvecoeur. Il dit souvent qu'il est prêt à aller en prison pour ce qu'il dit, que voilà, il glorifie en fait tous ceux qui sortent du lot, souvent en racontant n'importe quoi ou en faisant n'importe quoi, et ce sont des martyrs, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça vaut rien en fait, ou que ça n'est pas possible de dire ça. Voilà, donc la méthode Hammer. Tac, oui, j'ai vu le ministère Hammer, j'étais fan du ministère Hammer, moi. Bon, il faut que j'avance. La méthode Hammer, c'est une médecine dont les effets bénéfiques, non seulement n'ont jamais été démontrés scientifiquement, mais à laquelle en fait, les journalistes les plus pointus sur le sujet attribuent plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers de morts. Et ça, on va le voir aussi derrière. Il y a beaucoup de reportages qui parlent de cette médecine. Je pense que Pétrole et Razak, normalement, les ont. Ouvrez les liens, je vous conseille de mater direct après, ce soir, si vous voulez vous faire un petit peu peur, là, pour le coup. Il y a beaucoup de reportages donc, dans lesquels s'illustrent notamment Jean-Jacques Crèvecoeur, comme on va le voir dans certains. Alors, il y a Devoir d'enquête, la médecine qui tue, un reportage de la RTBF qui date de 2011. Voilà, merci Pétrole. Si tu peux écrire avant ce que c'est cool. Il y a Biologie totale, menace fatale, qui date, je crois, de 2013 de Radio-Canada. Et il y a le virus de la peur, c'est celui qu'on a vu aussi avant. Je ne sais pas si certains l'ont regardé. Pour ceux qui l'ont fait, ils étaient un peu en panique. Ouais, voilà, c'est comme ça. L'idée globale de la méthode Hammer. Comment expliquer ça de manière sérieuse? L'idée, c'est que pour guérir d'un cancer, il ne faut rien faire. Il faut pas se soigner, il ne faut pas aller dans la médecine, il faut rien faire voilà, qui a trait à la médecine scientifique, on va dire, surtout pas de chimio, évidemment, si c'est un cancer, etc. Parce que la méthode Hammer, ils peuvent guérir plusieurs maladies, pas que le cancer, mais c'est surtout le cancer. Et en fait, comment est-ce qu'on guérit? Eh bien, il faut trouver le conflit psychologique qui est à l'origine de la maladie. C'est-à-dire que c'est une médecine un peu par la parole. On touche à rien, en fait, on parle et on essaye de trouver le conflit. Tu vas essayer de trouver ton conflit. Voilà, tu as une tumeur, tu vas mal. Quel est le conflit, par exemple? Le conflit, c'est ta sœur qui t'a donné ce cancer. Voilà, tu as eu un problème avec ta sœur dernièrement, c'est à cause de ta sœur. C'est à cause de ton père que tu as cette tumeur. C'est parce qu'il t'est arrivé telle chose que tu souffres, etc. C'est vraiment... On va essayer c'est de la psychologie, entre guillemets, pour essayer de trouver le conflit. Et la plupart du temps, même quand tu souffres le martyr, il ne faut rien prendre qui s'apparente à la médecine, entre guillemets, normale, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est souffrance, je sais pas, tu as du pus, tu as de la fièvre, tu as des apparitions de tumeurs, etc. Et ben pour les tenants de cette médecine-là, qui peut prendre plusieurs noms, on va l'expliquer, et ben c'est quelque chose de positif.
ça veut dire que tu es en train de guérir en fait. Voilà, tu souffres le martyre, etc. Non, c'est bon pour toi, ça veut dire que tu es en train de guérir. C'est ça l'idée de Galilée là, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent cette méthode, thérapeutes qui ne sont absolument pas médecins. Tu as des anciennes coiffeuses, des anciens plombiers, des secrétaires qui se reconvertissent là-dedans, etc., et qui t'aident à trouver ce fameux conflit. Voilà. Donc les principes de la médecine Hammer, on peut les retrouver en fait sous plusieurs noms. Tu as la médecine nouvelle germanique, ça c'est le docteur Hammer qui l'a entre guillemets intitulé comme ça. Tu as la biologie totale, ou BTEV, biologie totale des êtres vivants. Vous allez le retrouver aussi sous ce nom-là. Ça c'est un Claude Sabat, qu'on verra aussi tout à l'heure, qui se dit l'inventeur de ça. Mais les principes sont les mêmes, hein. On parle aussi de déprogrammation biologique, de décodage biologique. Voilà, l'idée est toujours la même. Et c'est pas juste une médecine, c'est-à-dire que enfin une médecine, entendons-nous, hein, ça passe en fait par un espèce d'endoctrinement, une certaine forme de lavage de cerveau, dont on va parler tout à l'heure avec notre invitée, qui est Nathalie Deruck. Et Nathalie, eh ben, elle a perdu sa mère il y a un peu plus de 10 ans. Sa mère, elle a été endoctrinée, manipulée par 3 thérapeutes, entre guillemets, qui appliquaient cette pseudo-médecine prônée par donc Jean-Jacques Crèvecoeur. En tout cas, il en parle ouvertement. Il a fait un DVD à la gloire de Hammer, etc. Et on va avoir donc Nathalie en direct avec nous tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Là, je vous montre juste rapidement un petit extrait parce que c'est elle qui a voulu réaliser après ce drame en fait le reportage de la RTBF. Et voici ce qu'elle raconte rapidement pour vous donner un petit avant-goût. Maman s'est découvert une grosseur au niveau du sein gauche, uniquement perceptible à la palpation, à la Noël 2005. Elle a immédiatement décidé de suivre les traitements médicaux proposés par la médecine scientifique, mais un ostéopathe qui la suivait pour d'autres problèmes de santé et qui était d'ailleurs un ami de longue date de la famille, a lui préconisé de ne suivre aucun traitement parce que selon lui, la grosseur au sein était le résultat d'un conflit. Pour lui, on faisait des cancers plusieurs fois par an. Il suffisait de résoudre le conflit pour que la maladie disparaisse. Nathalie a donc écrit ce livre « On a tué ma mère » que je vous conseille. Et ça fait longtemps qu'elle a entendu parler de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et donc, elle va nous raconter ça tout à l'heure, dès qu'on peut l'appeler, parce que nous sommes à la bourre. Oui, le micro arrive, c'est bon. En fait, il y a un décalage de folie. Alors, qui est Hammer ? Le voici, hop, Docteur Hammer, c'est pas le ministère Hammer, hein, voilà, ça n'est pas aussi fun que ça. C'est un ancien docteur allemand, alors là tout le monde a, voilà, j'ai plein de gens qui sont allés sur sa bio, etc. Un ancien docteur allemand qui est mort il y a 2 ans, juste pour revenir sur mes petits fails. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire des what the fail avec toutes les conneries que je suis capable de faire voilà, je trouve ça assez marrant. Si quelqu'un veut se motiver pour ramasser toutes les galères techniques qui m'arrivent, voilà, ça peut faire un beau what the fail, une belle compile de l'été sympathique. Ouais, je compte, première fois. Merci Cédric. Vous êtes vache. Eh, franchement, je me fais violence. Vous voyez à quel point je me fais violence. C'est vraiment pour la bonne cause. Moi aussi, vous voyez, je suis quelqu'un d'hyper engagé et d'hyper éthique parce que vraiment, voilà, quand j'en parle à mes parents, ils savent très bien que je ne sais pas passer un coup de téléphone, quoi. Donc, je leur dis que je fais des lives sur YouTube, ils hallucinent, quoi. Voilà, mais je le fais ça vraiment parce que c'est important ce qu'on fait. Voilà. Tac, tac. Donc, nous avons Dr Hammer qui est là, qui squatte depuis tout à l'heure. J'aurais pu l'enlever, mais encore une fois, j'ai pas pensé. Voilà, je trouve que c'est cool. On pourrait le laisser là, à côté, finalement. Dr Hammer, il est mort il y a 2 ans. Il a jeté les bases donc de la nouvelle médecine germanique. Dans les années 80, il a été radié de l'ordre des médecins. Tout ça, tout le monde l'a vu. Interdit de pratique dans toute l'Europe. Hein, et il a fait plusieurs séjours en prison, en Allemagne, en France, pour fraude et pratique illégale de la médecine. Donc, on est sur un cursus intéressant pour Galilée, quoi. Il a fini en Norvège, voilà, pour info. Et en fait, comment il est arrivé à ce délire ? Alors, il y a le côté antisémite, ça c'est encore autre chose. Vous regarderez dans les sujets, c'est abordé notamment le sujet avec Nathalie, mais là, vraiment, je voudrais qu'on se tienne à autre chose, en fait. On va laisser ce truc-là de côté. En fait, en 78, c'est une histoire un peu triste, en fait, presque au départ. En 78, son fils a été blessé. Je vais peut-être enlever sa photo, je la laisse. Ouais. Son fils a été blessé par balle lors d'une bagarre sur un bateau.
Et en fait, Hammer est venu le rapatrier en Allemagne. Donc un trajet hyper éprouvant, et il a fini par mourir quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, etc. Donc il a eu la mort de son fils, qui est quelque chose d'atroce. Et peu après, Hammer a développé un cancer des testicules, et sa femme, je crois, aussi avait une tumeur au sein, etc. Et il s'est dit que c'était lié au choc de la perte de leur fils. Et il raconte, en fait, il a son fils qui lui serait apparu en rêve, en lui disant, no joke, en lui disant, il faut que tu défendes cette théorie à travers le monde, effectivement, que les cancers, etc., sont liés à des chocs psychologiques. Et il a énoncé, du coup, 5 lois biologiques, immuables et universelles. Et l'idée générale, c'est que les maladies, en fait, n'existent pas, que c'est donc juste la cause, en fait, d'un conflit. Voilà, si tu résous ce conflit, il faut le trouver, et ben dans ce cas-là, c'est bon. Et alors, on va enlever sa photo, là, c'est bon, un docteur Hammer, là, voilà, hop. Et donc, ces lois n'ont absolument été jamais validées. Alors, on a cherché, franchement, on a cherché sur le Discord, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de personnes qui se sont mis à la chercher, si ça avait été validé par des publications scientifiques, a fortiori solides. Hammer n'en a pas fait, Claude Sabat, on va en parler après, qui est un autre promoteur, n'en a pas fait, Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne crois pas qu'il en ait fait, on pourra toujours lui demander. Voilà, on a regardé dans PubMed, dans Google Scholar, etc. On n'a absolument rien vu. On a même trouvé, en fait, ça. Voilà, Alors, pourquoi ça apparaît comme ça? Je ne sais pas. L'INSERM, qui a évalué, c'était en 2011, je crois, l'efficacité de la pratique de la biologie totale des êtres vivants et de la déprogrammation biologique. Voilà. Et les conclusions sont les suivantes. L'efficacité n'a jamais été évaluée. Cette efficacité est donc inconnue. Les présupposés théoriques peu crédibles, font cependant craindre que cette forme de soins soit inefficace. Le risque majeur de la biologie totale est d'écarter les patients des parcours de soins plus classiques qui ont, eux, fait la preuve de leur efficacité. Voilà, donc, et dans tous les reportages, vous verrez, à chaque fois les journalistes posent la question, mais sur quoi ça repose? Qu'est-ce que vous avez comme validation scientifique, entre guillemets, de cette médecine? Et il n'y a jamais rien. Voilà. Et donc cette médecine, eh bien, il y a un journaliste italien vraiment de référence sur le sujet, qui s'appelle Ilario D'Amato, qui en fait a travaillé plusieurs années sur le sujet. Il a un site qui s'appelle Dossier Hammer. Alors c'est en italien. Voilà, il n'a pas pu traduire, c'est en italien parce qu'il est italien tout simplement. Et il y a beaucoup de victimes apparemment de ce genre de médecine en Italie. Il est dans le reportage de la RTBF et donc il a enquêté pendant 3 ans sur Hammer et voici l'extrait du sujet de la RTBF. On écoute et je vais remettre le son après. Je vais y penser, c'est certain. Moi, je ne suis pas contre le concept des théories de Hammer. Moi, je voudrais qu'elles soient vraies. Ce serait merveilleux, mais Hammer, disons-le une fois pour toutes, il y a 27 ans que la communauté scientifique lui demande une preuve et qu'elle n'est jamais arrivée. J'ai fait le compte, il devrait y avoir plus de 300 000 personnes guéries en Europe. Où sont-elles? Il n'y en a pas une seule. Bien au contraire. Dans le premier hôpital dirigé par Hammer en 1985, les nombreux décès suspects amenèrent les autorités allemandes à fermer l'établissement 4 mois après son ouverture et à le radier de l'ordre des médecins. Une ex-collaboratrice d'Hammer, malgré la peur, témoigna par téléphone. Quand j'ai fait sa connaissance, j'ai pensé que c'était un autre type de médecin, pas un dieu en blanc. Je l'imaginais humain. Mais après seulement 3 jours, j'ai pensé que ce docteur Hammer était fou dans sa tête. Il a fait transférer différents patients vers d'autres hôpitaux parce qu'il était conscient qu'ils allaient mourir. Ils sont décédés dans d'autres cliniques pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils meurent chez lui. Cela a provoqué des problèmes. Les hôpitaux de 2 localités ont fini par refuser ces transferts. L'enlèvement des cadavres se faisait alors discrètement, pendant la nuit, pour que les gens ne voient pas la venue fréquente des pompes funèbres. Hammer a connu d'autres ennuis en Autriche pour avoir appliqué sa méthode thérapeutique à Olivia, une gamine souffrant d'un cancer du rein. En accord avec ses parents,
propagandiste zélé de la nouvelle médecine germanique. À l'époque, vu son état très critique, la police décida d'exfiltrer l'enfant pour la faire hospitaliser de force, ce qui lui sauva la vie. Les époux Pilar, ses parents, furent condamnés. Hammer, de son côté, purgera pour des faits similaires une peine de 3 ans de prison ferme en France. Le docteur Hammer a d'abord été condamné en Allemagne pour exercice illégal de la médecine, parce qu'il n'était plus médecin, et il a été condamné en France, et de façon définitive par la Cour d'appel de Chambéry en 2004. À ce moment-là, il était parti en Espagne, il a été extradé, il a fait de la prison en France, mais donc il ne peut plus exercer en tant que médecin en France. Et je remets le son, voilà, parce que tout le monde maintenant a pris l'habitude de me harceler avant que la vidéo coupe. Il faut interviewer Crèvecoeur. Oui, oui, bien sûr, je vais le solliciter. Il n'y a pas de souci, nous le ferons tous ensemble dans la joie et l'allégresse. En attendant, je ne sais pas si ça vous fait trop rire, ce qu'on voit là. Voilà. En France, Hammer a été condamné en 2004 à 3 ans de prison ferme par la Cour d'appel de Chambéry. Pour escroquerie, complicité d'exercice illégal de la médecine. Il était réfugié en Espagne, je crois, il a été extradé. Vous avez un lien, merci pour les mots. Vous avez un lien que Pétrole et Razak peuvent vous mettre, voilà, dans Le Parisien, par exemple, le gourou du cancer arrêté en Espagne, etc. La victime française s'appelle, enfin, une des nombreuses, enfin, celle en tout cas qui a été, voilà, de ce cas-là, s'appelle Anne-Marie Trignon. Elle avait un cancer du sein, elle est décédée suite au conseil de l'association Stop au cancer, qui s'est appuyée sur, qui était dans le coin de Chambéry et qui s'est appuyée sur la médecine Hammer, et elle avait des douleurs atroces, etc. Elle a fini par mourir et son mari a porté plainte. Et vous pouvez trouver sur le site de dossierhammer.it, c'est le site de Dilario D'Amato, le journaliste qui est un journaliste indépendant, ça va plaire à Jean-Jacques. Vous pouvez retrouver le détail du jugement sur le site d'Hilario D'Amato. On progresse, attendez, on n'est pas au bout de nos surprises. Ah oui, en France, on a une personne qui s'illustre particulièrement dans cette méthode qui s'appelle Claude Sabat, qui est assez vieux maintenant, qui a plus de 70 ans, je crois, aujourd'hui. Il y a toute une fiche Psiram, il y a plein de gens qui m'ont ressorti les fiches Psiram, PSI, je crois, RAM, voilà, qui est le Wikipédia des croyances. Bref, on en avait parlé la semaine dernière. Vous tapez Claude Sabat, vous allez tomber sur sa fiche Psiram si vous voulez avoir le détail. C'est l'inventeur de la biologie totale, donc inspiré de Hammer. Il a été donc poursuivi en justice et il forme, on le voit dans le reportage Biologie totale, menace fatale. Le lien va être là, on le voit former en fait vraiment le tout venant des anciens plombiers, des secrétaires, etc. à ce genre de médecine, et il explique on n'attrape aucune maladie, ça n'existe pas. Voilà. Et le cancer, pour lui, c'est la phase de guérison d'un conflit. Voilà, tu es en train de guérir de ton conflit. Et il a été donc condamné par la justice. Il y a Maryse Saksik qui n'a pas trop aimé d'ailleurs, parce que c'est elle en fait qui l'a poursuivi parce que son mari Claude avait été formé en fait par Claude Sabat. Vous regarderez dans le reportage, c'est absolument édifiant le témoignage. Il a attrapé un cancer de la prostate et du coup, il était tellement saucé par ce qu'avait raconté Claude Sabat qu'il s'est dit mais je vais le régler tout seul, c'est bon, j'ai la solution et tout, et ça s'est empiré et il est mort peu après. Voilà, Claude Sabat affirme avoir formé plus de 7000 disciples, c'est ce qui est dit notamment dans le reportage, et parmi ces disciples, nous avons Jean-Jacques Crèvecoeur, par exemple. Et là, il y a plusieurs personnes encore, Emeline, je crois, notamment, qui a relevé ça. Un message de Jean-Jacques Crèvecoeur. Voilà, je reconnais que je suis excessif dans mes propos à l'encontre de Claude Sabat. C'est sur son site, créerunemeilleurevie.com, dont j'ai suivi quand même 33 jours de formation. Alors, je ne sais pas ce qu'on se dit en 33 jours, dans les années 99 à 2002 en Europe. À l'époque, je connaissais déjà Hammer depuis 88. Donc bravo à ceux qui ont pu déterrer ça. Donc voilà, en fait, il connaît Hammer, il adore Hammer, il a fait des formations chez Sabat, etc. Et il tient le même discours. Voici donc un extrait du reportage auquel a participé donc Nathalie, qu'on va interviewer tout à l'heure. Voilà, dans lequel on voit le genre de discours que tient Jean-Jacques Crèvecoeur dans ses formations, parce que je rappelle qu'il est formateur. Le cancer en soi, ça n'a rien de destructeur de l'ensemble de l'organisme. Si vous y réfléchissez quelques secondes,
Le fait d'avoir quelques milliards de cellules de plus dans votre organisme, c'est pas ça qui va vous faire mourir quand même. C'est comme si vous étiez enceinte d'une tumeur. Quand certains de mes clients font un scanner et me disent on vient de me diagnostiquer des métastases au cerveau, ça y est, je suis foutu, je suis condamné par la médecine. Je leur dis, ben écoute, c'est génial ce qui t'arrive. Ils me disent comment, c'est génial, je suis condamné. Ben, je dis, mais non, t'es pas condamné. Là, t'es en train de guérir. Il y a un témoignage intéressant que je voulais vous faire écouter, hein, pour boucler la boucle avant d'appeler Nathalie. Là, on est bien. Ouais, je voyais quelqu'un qui disait ça nous met bien avant le week-end. Ça, c'est vrai que ça nous met bien. Ben, moi, j'étais bien toute la semaine et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont hyper bien là sur le Discord. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui ont des infos, etc. Donc, j'espère que le What the Fake, normalement, devrait être un What the Fake de feu. Oui, il faudrait que je me mette un post-it au-dessus de l'écran. J'ai essayé aussi. Mais il y a le post-it de ma mère. Parce que ma mère, elle me dit qu'il faut que j'arrête de faire des E et qu'il faut que j'arrête de dire ouais. Voilà. Donc, j'ai des post-it comme ça un peu partout, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, voilà, je fais ce que je peux. Donc Serge Gagnon, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui décédé et qui s'est laissé convaincre en fait par ce même genre de discours là que vous venez d'entendre de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et c'est sa sœur Françoise dans le sujet de la RTBF qui date de 2011 et donc réalisée par Nathalie qu'on va interviewer. Sa sœur Françoise qui témoigne du calvaire en fait de son frère par rapport à cette méthode donc à laquelle voilà, que promeut encore une fois Jean-Jacques Crèvecoeur. Serge, sa tumeur, pour lui c'était pas une tumeur. Ils appelaient ça la tuvie. C'est quoi la tuvie, c'est en fait ça. Tu vis. Voilà, tu vis. Tu as mal, tu as un cancer, c'est pas ça. C'est laisse sortir ton cancer, laisse les hémorragies, laisse le sang. Oui, soi-disant, c'est un signe de guérison. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit à ma femme. Une biopsie révèle qu'un bouton sur le visage de Serge est cancéreux. Il suit un traitement classique, mais y renonce aussi après quelques semaines. Il arrive à trouver quelqu'un qui sort de je ne sais trop où et qui lui dit mais c'est pas ça. Tu sers de pion, tu sers de... Ouais, tu sers à l'État. Tu es un cobaye. Et nous, on a mieux à te proposer. Si tu veux être guéri, il faut que tu trouves le conflit. En fait, ta maladie, ta tuvie, ça vient de ta famille. Il a pas dit à maman que c'était de sa faute parce que c'est une maman, on fait pas de mal. À moi, il a réussi. C'est de ta faute. À cause de toi, tu m'as donné ça. C'était très dur. On reste impuissant, on a beau lui faire comprendre. Tu pars, tu t'éteins. Tu te diriges vers la mort. Mais non, je vais m'en sortir. Puis il s'en est pas sorti. En 3 mois, même pas. Il est parti avec des douleurs insupportables. Son petit bouton s'est transformé en une tumeur qui sortait de l'orbite. Après, elle se propageait sur son visage, sortait de la narine. Tout ça pour finir aveugle. Il a réussi à nous dire « Ils m'ont bien eu, je me suis fait avoir. » Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez à peu près le genre de témoignage assez hallucinant de gens qui ont de proches en fait, de gens qui se sont fait complètement gouroutiser la tête avec cette histoire. Alors sans plus tarder, parce que je suis à la bourre et j'espère qu'elle sera là, je vais appeler Nathalie qui a réalisé ce reportage et avec laquelle on va pouvoir discuter. Ce qu'on voyait là, c'est son association en fait, elle a créé une association, elle va nous en parler. Alors attendez, je vais essayer de l'appeler immédiatement. Oui, Aude. Super, merci. De la méthode Hammer prônée par Jean-Jacques Crèvecoeur, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment est-ce que ça s'est passé pour votre maman? Comment elle a fini par se laisser faire quelque part par cette méthode qui paraît quand même assez hallucinante?
Est-ce que... Donc probablement un début de cancer à ce moment-là, ostéopathe, et donc directement prôner le fait de ne pas aller suivre de chimiothérapie, mais d'essayer de résoudre le conflit. Donc voilà, la manipulation mentale s'est faite de manière très très rapide, de manière très insidieuse, et sans qu'elle ne le souhaite, puisque solve son conflit. Visiblement, les nouvelles médecines prônaient le fait que la maladie, c'était quelque chose de positif, c'était une question de survie, et que ça permettait en fait d'extérioriser un conflit qui n'était pas résolu. Et donc il fallait qu'elle trouve son conflit. Et donc très vite, on est parti à la fois sur mon père, à la fois sur moi. C'était un conflit familial. Et ça vise l'isolement. Il n'y a pas réussi. Mais malgré tout, c'était ça le but. C'est-à-dire qu'un jour, votre maman vous a dit, j'ai trouvé mon conflit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que j'ai ce cancer. Alors non seulement elle me l'a dit, mais pire que ça, c'est un médecin qui était homéopathe, qui était chez maman, et quand je suis arrivée, il était là, il s'occupait d'elle, et il m'a dit c'est vous la fille, c'est vous qui avez créé ce conflit chez votre mère, c'est donc vous la responsable de son problème de santé. On était quelques mois avant son décès, et donc la plaie était réellement purulente, complètement ouverte, béante, pleine de pus et de sang, et collante, donc il ne pouvait pas la nier, ça c'était clair. J'essayais de comprendre en fait le côté complotiste aussi, parce que j'ai l'impression que c'est très lié. On voit dans le reportage que vous avez fait, Françoise Gagnon qui parle de son frère. On lui disait t'es un pion, tu es manipulé par l'État, etc. Et on voit qu'en fait c'est pas juste il y a tout un discours qui enrobe finalement le simple fait de dire ne te soigne pas avec la médecine classique, on va dire. En fait, ces personnages-là, c'est le côté narcissique, évidemment, qui prime sur tout. Et donc, ils remplacent Dieu sur Terre, ils savent tout mieux que tout le monde, et ils savent d'où vient le problème, d'où vient la maladie, l'origine et comment la soigner. J'imagine que vous avez réalisé rapidement que c'était du délire. Comment est-ce que vous avez essayé de l'en sortir ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps, je ne l'ai pas réalisé tout de suite parce qu'elle me disait qu'elle était bien encadrée, qu'il y avait des médecins autour d'elle qui s'occupaient d'elle, etc. Et effectivement, c'était le cas parce qu'il y avait des médecins homéopathes, il y avait le kiné, ostéopathe, etc. Et donc, je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Et donc, tout ce qu'elle me disait, c'est que ça allait de mieux en mieux et que le problème était en tout cas cerné. Jusqu'au moment où je l'ai vue un jour alors qu'elle se déshabillait et j'ai vu que la plaie est béante. Et donc là, j'ai compris évidemment que c'était pas cerné du tout, que c'était pas résolu du tout et que ça s'aggravait. Et donc, à partir de ce moment-là, on est rentrés en conflit toutes les deux, tout simplement parce que elle parlait d'autre chose, d'un milieu que je ne connaissais pas, que je ne comprenais absolument pas. Elle me disait que chaque manifestation, chaque symptôme de la maladie était positif, était une question de survie. Et moi, je lui disais que chaque symptôme, que ce soit le sang, que ce soit le pus, que ce soit la fièvre, était plutôt une manifestation de gravité et qu'il fallait qu'elle court à la clinique. Et elle refusait d'y aller en disant que parce qu'en l'emmenant à la clinique, c'était sa mort. La chimiothérapie tuait, la médecine traditionnelle tuait, la pharmacie tuait, etc. Et que donc, il fallait que je lui fasse confiance et qu'elle se soignait de la meilleure manière qui soit, à savoir avec l'ostéopathe et les médecins homéopathes. Est-ce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour ce genre de médecine ? Oui, énormément. Alors elle avait l'impression évidemment de ne pas en dépenser beaucoup, puisque en comparaison du travail qu'il faisait avec elle et du temps qu'il lui consacrait, ou de ce qu'il disait, en tout cas du temps qu'ils avaient consacré pour elle, elle avait l'impression de leur être redevable énormément, et donc ce n'était rien par rapport à ce qu'il donnait. Mais elle a dépensé énormément, oui, facilement. À l'époque, puisqu'on remonte il y a plus de 13 ans maintenant, facilement 10 000 euros. Dans le reportage, on voit Jean-Jacques Crèvecoeur, le reportage que vous avez réalisé. Qu'est-ce qui vous a amené à lui, en fait ? Alors, en fait, tout simplement, j'essayais de retrouver le pourquoi maman était tombée sous le joug de ces charlatans. Et d'abord, j'ai plutôt penché vers un problème psychologique ou même psychiatrique, pourquoi pas. Et puis, en fait, j'ai découvert derrière toute une manipulation, tout un autre monde que je ne connaissais absolument pas, qui était tout ce côté dérive sectaire des charlatans. J'ai investigué, etc. Et je me suis retrouvée dans des conférences abracadabrantesques, dont l'une, entre autres, donnée par Jean-Jacques Crèvecoeur, au cours de laquelle, effectivement, il parlait des cancers et des cancers qui n'existaient pas et que toutes les maladies venaient d'un conflit, etc. Donc, il prenait clairement la biologie totale, mais la médecine germanique. Et dans la salle se trouvaient des infirmiers, des kinés, des médecins, etc. Donc, il était dans le cercle, en fait. Il travaillait quelque part avec certains thérapeutes qui ont soigné, entre guillemets, qui se sont occupés, entre guillemets, de votre maman. Exactement. Donc, il n'a pas eu de contact direct avec ma maman, mais il était en contact direct avec le cercle qui s'occupait de maman et des personnes qui s'occupaient de maman, dont des médecins homéopathes et qui prônaient la biologie totale et la médecine nouvelle germanique, effectivement. Au sein de l'association, vous avez de plus en plus de témoignages de ce sens-là, c'est ce que vous me disiez.
Oui, j'ai énormément de témoignages de personnes qui sont désespérées parce que une personne proche est complètement embrigadée et qu'elle n'arrive plus du tout à la raisonner. Les temps empirent évidemment et ils se retrouvent dans la même situation que la mienne comme j'étais avec maman, hein, à savoir qu'on ne peut absolument pas les empêcher d'y aller. Malheureusement, ni la police ne peut intervenir, on ne peut pas les enfermer en psychiatrie, rien du tout. Et donc voilà, ils ne savent rien faire. Donc tout ce que je peux leur conseiller à ce moment-là, c'est de ne pas rompre le contact et d'être le plus présent possible en donnant le maximum d'amour pour garder le contact avec ces personnes-là. Vous avez intenté un procès, c'est ça? Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai intenté un procès directement parce que c'est ma mère elle-même qui me l'a demandé avant de décéder. Elle a réalisé qu'elle avait été évidemment escroquée par ces charlatans, par ces gourous. Et donc, il y a eu une instruction qui a été faite, qui a duré de nombreuses années. La prévention était la prévention d'homicide volontaire. Et donc, ça devait passer évidemment en cour d'assises. Si ce n'est qu'en Belgique, la prescription se tient au bout de 10 ans. Et donc, la plainte maman est décédée en 2007. Et il y a eu des prolongations au niveau de l'instruction, de l'enquête, des dossiers, etc. Et donc, en 2017, il y a eu prescription et le dossier est tombé à l'eau. Il n'y a pas eu de suite. Votre maman exerce encore? Une question qui m'a été posée dans le chat. Oui, il y en a qui exerce. Un d'eux est décédé d'une tumeur au cerveau et donc quand lui il a appris qu'il avait sa tumeur, il a foncé à l'hôpital. Il est même venu de France en Belgique pour aller dans le meilleur hôpital concernant les tumeurs. Et par contre les deux autres exercent toujours malheureusement. Et vous avez au sein de l'association, vous avez de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire légalement contre ce genre de personnes? Par exemple, voilà, le simple fait de prôner la méthode Hammer, j'ai appris ça tout à l'heure en contactant un avocat. Apparemment, en tout cas en France, ça n'est pas répréhensible parce que il y a la liberté d'expression, il n'y a pas de texte particulier qui parle de voilà les dérives, ce genre de choses-là, on ne peut pas le dire. Alors malheureusement, on ne peut pas agir si ce n'est peut-être déposer plainte, voilà, ou en parler en référé à Miviludes, puisque vous avez un organisme qui s'en occupe particulièrement bien. Donc en référé à Miviludes, parce que forcément ils prennent note des plaintes et des dénonciations de ces genres de personnages. Voilà, mais plus loin on ne peut pas aller malheureusement, puisqu'ils ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent, et même si c'est contraire à toute éthique, même si c'est de la fausse publicité, même si c'est mensonger, etc., et même si c'est mortel, puisque dans ces cas-ci, ce sont des assassins, c'est mortel, ils ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent. Et le problème aussi, d'après ce que j'ai compris, est de ramasser des preuves, en fait, parce que tout est payé au black, et d'après ce que je comprends très souvent, ce sont des paroles, en fait. C'est ce qu'explique Claude Sabat dans un reportage, il conseille aux gens dans ses formations de ne faire que parler. De rien écrire, de ne rien... Ce sont des gourous et donc les maîtres de la manipulation, effectivement, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent les démarches pour se protéger et on leur enseigne d'ailleurs les démarches pour se protéger un maximum. Et donc effectivement, rien n'est écrit, rien n'est dit, c'est dit de bouche à oreille. Donc dans ces cas-là, c'est très très difficile de réunir des preuves, c'est quasi impossible. Les personnes qui sont autour, les proches, etc., n'ont pas les contacts, ils n'ont pas d'écrits, ils n'ont pas de photos, ils n'ont pas... Voilà, c'est un petit peu comme dans les cas de viol par exemple, c'est parole contre parole. Vous avez suivi le chemin de Jean-Jacques Crèvecoeur ces derniers temps? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'ils continuent, évidemment rien ne l'arrête et rien ne les arrêtera, ils poursuivront et je pense que le domaine sectaire et ces domaines de charlatans ont un grand avenir devant eux parce qu'on est de plus en plus dans le côté, je veux dire, écologique, etc. Et c'est très bien, mais voilà, ça s'y mêle évidemment, ils utilisent ces supports-là pour pouvoir avancer, aller de l'avant et puis puisque personne ne peut les arrêter au niveau judiciaire, ils continuent, ils poursuivent et donc ils vont toujours plus loin et rameutent toujours de plus en plus de personnes qui cèdent à ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils promettent évidemment, c'est intéressant, à savoir la guérison, à savoir ils sont Dieu tout-puissant puisqu'ils peuvent guérir tout, même le cancer, même la polyarthrite, même la sclérose en plaques, etc. Donc c'est magnifique, ce sont des discours quand on est malade, quand on a des soucis de santé ou autres, qu'on a envie d'entendre, évidemment. Et je vous remercie beaucoup. Peut-être qu'on fera une interview un peu plus longue pour les gens si ça les intéresse. Je pense que ça fait réagir pas mal dans le chat. Merci beaucoup Nathalie. Et donc un livre, On a tué ma mère, voilà, que je conseille aussi, le livre de Nathalie. Merci Nathalie. Ouais. Et bon courage pour la suite. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Le live touche bientôt à sa fin. Du coup, on a quand même parcouru un gros boulot. Alors, j'ai vu, je crois, dans les questions jusqu'où est allé Jean-Jacques Crèvecoeur, du coup, dans cette pratique de cette médecine qui tue. Je ne sais pas. L'enquête continue.
Hein, l'enquête progresse et en tout cas, je pense qu'on peut peut-être trouver des choses intéressantes. Je suis déjà en contact avec un certain nombre de personnes au Québec, notamment. Merci à Pétrole pour l'adresse de l'association. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas si vous mesurez le chemin qu'on a parcouru, en fait. On est passé globalement de quelqu'un dit des bêtises sur YouTube, hein, un peu la base, à un manipulateur, en fait, de folie. Non seulement désinforme les gens, mais en plus, il y a une forme d'embrigadement. En fait, les embrigades grâce à YouTube pour créer une espèce de réseau sectaire, hein, je rappelle, les cercles de réenchantement, etc., tout en promouvant une médecine qui tue, je crois qu'on peut le dire peut-être. Hein. Voilà, c'est comme ça que je crois que c'est comme ça qu'on peut le prendre. Voilà. Donc, tout ça, c'est évidemment sur YouTube, au vu de tout le monde. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau. Merci encore à Harry Potter, Sébastien Chrysalide, El Rigolo, tous ceux qui se reconnaîtront et qui ont participé, qui m'ont donné des infos. Là, tout ça, tout ce qu'on a dit là, jusqu'ici sur cette histoire de Jean-Jacques Crèvecoeur, à un moment donné, on va changer. Hein, mais tout ça, c'est, je pense, un dixième de tout ce que vous avez pu trouver. Là, j'ai rassemblé vraiment, j'ai sélectionné les quelques trucs qui étaient, voilà, dont on pouvait parler, jeux qui sont concernés, il n'y a pas de souci. Et à Jean-Jacques Crèvecoeur, il pourra s'exprimer sans aucun problème. Donc bravo à tous, franchement je pense qu'on peut faire vraiment des grandes choses en fait ensemble. Quand je vois toute la masse d'infos qu'on a réussi à accumuler, c'est énorme. On va sortir une enquête, donc peut-être en plusieurs volets, je sais pas, à voir. Et en fait j'espère sortir du coup quelque chose de ça avant l'été. Je vais faire au mieux. On va continuer sur le Discord, donc je remets le lien sur le, voilà, si Pétrole peut remettre le lien du Discord, voilà, c'est cool. Et écoutez, je vais faire une petite vidéo pour, voilà, pour tous ceux qui me demandent comment aider. On va essayer de canaliser tout ça et de voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, etc. etc. Là, moi, j'ai besoin du coup de me concentrer. Oui, quand j'aurai la fibre, ce sera mieux, promis. En fait, j'ai une copine qui habite pas loin et qui était pas là ces derniers temps, qui revient. Et elle a la fibre. Et donc, je pense, en fait, emménager chez elle, clairement. Hein, et ça va aller tout doux la prochaine fois. Donc là, moi, j'ai besoin, en fait, de me concentrer sur l'enquête. Parce que le problème, c'est que je passe beaucoup de temps, enfin, c'est le problème, entre guillemets, quoi, parce que j'adore ça, mais sur ça, sur les lives, sur on a amassé quand même assez de choses. Et on a une équipe assez conséquente sur le Discord pour, en fait, quelque part, voilà, je pense qu'il faut, en fait, pour les jeudis qui viennent, il faut qu'on garde ce rendez-vous, mais il faut qu'on propose des petits formats light, en tout cas moi qui ne me prennent pas 4 jours à préparer. Donc envoyez-moi sur Discord ou par mail aude.whatthefake@gmail.com vos idées pour, je pense, des interviews. Peut-être en longueur, voilà, où on prendrait le temps jeudi prochain, etc. Des choses qui ne me prennent pas trop de temps parce que je vais essayer de me concentrer maintenant sur l'enquête. Je ne sais pas si vous avez vu toute la somme hallucinante de choses qu'on a chopées. Donc maintenant, il va falloir voilà, essayer d'arranger tout ça, de faire ce qu'on appelle un squelette de l'enquête, etc. Et je vous tiendrai au courant sur Discord des avancements, voilà, de la plupart de mes avancements. Et j'espère que ça vous a intéressé. S'il vous plaît, partagez non seulement cette vidéo, abonnez-vous, etc. Bon bref, toute la cloche et machin, nanan, mais aussi partagez les enquêtes de la RTBF, de Radio-Canada, etc. dont il a été question. On trouve ces genre sur Dailymotion avec 1500 vues ou ce genre de choses. Et je pense qu'il faut que ce soit un peu plus vu. Voilà, merci à Pétrole et Razak, en fait, merci à vous, parce que sans vous, je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, c'est énorme, vous me donnez la pêche, et je suis hyper contente de ce qu'on est en train de créer, parce que c'est vraiment énorme, en fait, et je pense qu'il y a un énorme potentiel quand on aura la fibre. Voilà, et il y a Totoro, voilà, qui vous dit bonsoir. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, et puis à très bientôt. Je l'ai fait ce live, salut, bye.